Un cri dans la nuit déchire Paris. Une juge fédérale noire humiliée sous les yeux de son fils. Sous un déluge glacial dans la banlieue parisienne, Zénobie Ngoma, juge fédéral respecté d'origine africaine, traverse la nuit au volant. Son fils Kwame, 6 ans, endormi à l'arrière. Soudain, des gyrophares transpercent l'obscurité. L'officier Bastien Vauquelin, regard rempli de mépris, stoppe sa voiture. « Toi, l'Africaine, descends! T'as rien à faire ici !» crache-t-il, son ton dégoulinant de racisme. Zénobie, digne, refuse de céder à la provocation, mais Vauquelin, ivre de pouvoir, arrache la portière. Dans un accès de rage, il la gifle violemment, son alliance entaillant la joue de Zénobie, le sang giclant sur le siège où Kwame se réveille en hurlant. « Une juge? Juste une sale négresse pour moi !» ricane-t-il, la plaquant au sol, les menottes mordant ses poignets. La foule, alertée par les cris, s'amasse, mais personne n'ose intervenir, pétrifié par l'uniforme. Ce n'est pas qu'un abus de pouvoir, c'est une déclaration de guerre contre l'humanité de Zénobie, une insulte à la France des Lumières. Chaque goutte de sang versée est un cri pour la justice, un appel à briser le silence face à la haine raciale. Cette nuit, Paris n'est plus une ville de liberté, mais un théâtre de l'oppression. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes révolté par l'injustice et voulez voir la vérité éclater, tapez 1 dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Si vous n'aimez pas, un petit like nous aide quand même. Restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend, et votre soutien fera la différence pour que cette histoire ne soit pas étouffée. La pluie s'abattait sans relâche sur Paris, transformant les rues en miroirs d'asphalte où se reflétaient les gyrophares bleus et rouges. Zénobie Ngoma, juge fédéral d'origine africaine, venait de vivre l'horreur. Arrêtée sans raison par l'officier Bastien Vauquelin, insultée pour sa couleur de peau, elle gisait à terre, le visage ensanglanté, tandis que son fils Kwame hurlait de terreur. Mais ce n'était que le début d'une descente aux enfers, d'une violence si cruelle qu'elle semblait orchestrée pour briser non seulement son corps, mais son âme. Ce moment, figé dans la nuit parisienne, n'était pas un simple abus de pouvoir. C'était un acte de guerre raciale, une profanation de tout ce que la France prétend défendre. Alors que Zénobie tentait de se relever, le genou de Vauquelin s'enfonça dans son dos, écrasant son souffle contre le bitume glacé. « Reste à terre, sale négresse !» cracha-t-il, sa voix vibrant d'une haine viscérale. Chaque mot était une lame, chaque insulte une revendication de suprématie. Kwame, attaché dans son siège auto, frappait la vitre de ses petites mains, ses cris déchirant la nuit. « Maman, maman, arrêtez !» Mais Vauquelin, indifférent, arracha le sac de Zénobie, le vida sur le trottoir, piétinant ses affaires comme s'il écrasait sa dignité. Une foule s'était rassemblée, téléphones à la main, filmant la scène, mais personne n'intervint. Un homme murmura « C'est juste la police, que veux-tu faire ?» Cette passivité collective, ce silence complice, était presque aussi douloureux que les coups. Vauquelin, sentant la tension, redoubla de brutalité. Il saisit Zénobie par les cheveux, la traîna sur quelques mètres, son visage raclant le sol. Une entaille s'ouvrit sur son front, le sang coulant en ruisseaux sur ses joues, gouttant sur la chaussée. « Tu crois que ton badge de juge te protège ?» ricana-t-il, brandissant son alliance comme une arme avant de frapper à nouveau, visant délibérément sa tempe. Le craquement de l'impact résonna, un son qui hanterait Kwame pour toujours. Zénobie, à bout de force, murmura « Mon fils, s'il vous plaît. » Mais Vauquelin répondit par un rire glacial. « Ton gosse apprendra sa place, comme toi. » Ces mots, plus que les coups, étaient une déclaration d'intention. Réduire une femme noire, une figure de l'autorité judiciaire, à un objet de mépris racial. Un détail rendit la scène encore plus insoutenable. Vauquelin, dans un geste théâtral, ramassa la carte professionnelle de Zénobie, tombée de son sac. Il la lut à voix haute, feignant la surprise. « Juge fédéral, vraiment ?» Puis, avec un sourire narquois, il la déchira en deux, jetant les morceaux dans une flaque. Ce n'était pas seulement une attaque contre Zénobie, mais contre l'institution qu'elle représentait, contre l'idée même qu'une femme noire puisse incarner la justice en France. La foule, toujours immobile, semblait hypnotisée par cette démonstration de pouvoir. Une vieille dame, les larmes aux yeux, murmura à son voisin « C'est comme si on était revenu des décennies en arrière. » Mais personne ne bougea. Cette inaction, ce refus de défier l'uniforme, transformait chaque spectateur en complice involontaire. Soudain,
Un flash de lumière perça la nuit. Un jeune livreur à vélo d'origine maghrébine tenta de filmer la scène de plus près. Vauquelin, furieux, lâcha Zénobie pour se ruer sur lui, renversant son vélo et brisant son téléphone d'un coup de pied. « Toi aussi, tu veux des problèmes, sale arabe !» hurla-t-il, révélant l'étendue de sa haine raciale. Le livreur, terrifié, s'enfuit, laissant Zénobie à terre, à moitié consciente. Kwame, libéré de son siège par un passant audacieux, courut vers sa mère, se jetant sur elle, ses petites mains tachées de son sang. « Maman, lève-toi !» sanglota-t-il. Zénobie, malgré la douleur, trouva la force de serrer son fils contre elle, chuchotant « Ça va aller, mon cœur !» Mais ses yeux, embués de larmes, trahissaient une rage contenue, une promesse silencieuse de ne pas se soumettre. Un second véhicule de police arriva, gyrophare éteint, comme pour éviter d'attirer davantage l'attention. 2 officiers en sortirent, mais au lieu de réprimander Vauquelin, ils l'aidèrent à relever Zénobie, non pas avec soin, mais avec une brutalité calculée. L'un d'eux murmura « Faut calmer le jeu, Bastien », mais elle l'a cherché. Ces mots, prononcés à voix basse, étaient une confession implicite. Vauquelin n'agissait pas seul. Il était le produit d'un système qui tolérait, voire encourageait, de tels actes contre les personnes de couleur. Zénobie, menottée, fut poussée dans la voiture de police, ses affaires éparpillées sur le trottoir, tandis que Kwame était emmené par une assistante sociale, arraché à sa mère sans explication. Cette violence n'était pas un incident isolé, mais l'expression d'un racisme institutionnel profondément enraciné. Vauquelin ne se contentait pas d'abuser de son pouvoir. Il le faisait avec l'assurance d'un homme qui savait que le système le protégerait. Chaque coup porté à Zénobie était un message. Peu importe ton statut, ta couleur de peau te rend vulnérable. Mais ce qu'il ignorait, c'était que Zénobie n'était pas seule. Son mari, Amadou Tchilombo, officier de haut rang, avait déjà été alerté. Dans l'ombre, il préparait une contre-attaque, non pas avec des poings, mais avec la vérité, déterminé à faire tomber non seulement Vauquelin, mais tout un système corrompu. Sous la pluie battante, la silhouette ensanglantée de Zénobie Ngoma, juge fédéral noir, restait gravée dans la mémoire de son fils Kwame, tandis que l'officier Bastien Vauquelin l'avait brutalisé avec une haine raciale implacable. Menottée, humiliée, Zénobie avait été emmenée, laissant derrière elle un sillage de sang et de silence complice. Mais dans l'ombre, une tempête se préparait. Amadou Tchilombo, colonel des forces spéciales antiterroristes françaises, venait d'apprendre l'outrage infligé à sa femme. Ce n'était pas seulement une attaque contre Zénobie, mais une insulte à tout ce qu'il représentait. Une famille noire ayant gravi les échelons dans une France qui vantait l'égalité tout en tollant le racisme. Amadou, un homme forgé par la discipline, transforma sa fureur en une quête méthodique pour démasquer Vauquelin et le système qui le protégeait. Dans son bureau au cœur de Paris, éclairé par la lueur froide d'un écran d'ordinateur, Amadou reçut l'appel d'un agent de protection civile. « Votre femme a été arrêtée, monsieur. Incident à Belleville. » Le mot « incident » sonnait comme une gifle. Il raccrocha, ses poings serrés jusqu'à faire craquer ses jointures. En quelques clics, il accéda au registre interne de la police parisienne, son badge de haut gradé lui ouvrant des portes que peu pouvaient franchir. Ce qu'il découvrit le glaça. Vauquelin, loin d'être un officier isolé, était un rouage d'une machine bien huilée. Des rapports antérieurs révélaient des plaintes pour brutalité contre des Noirs et des Arabes, toutes classées sans suite. Une note interne, griffonnée par un superviseur, mentionnait « Vauquelin fait du zèle, mais il sait rester dans les clous ». Ces mots, anodins en apparence, étaient un aveu. Le système tolérait, voire encourageait, ses excès. Amadou ne céda pas à l'impulsion de confronter Vauquelin. Il savait que l'émotion était un piège, que sa colère de mari noir serait utilisée pour le discréditer. À la place, il lança une enquête secrète, un acte de guerre silencieux. Il contacta un ancien collègue, un analyste des données judiciaires, et demanda un rapport sur les interventions nocturnes de Vauquelin. Les chiffres étaient accablants. 92% des personnes arrêtées par Vauquelin dans le 19e arrondissement étaient des minorités ethniques, contre 25% de la population locale. Les motifs ? Comportement suspect, mouvement inhabituel, des termes si vagues qu'ils pouvaient justifier n'importe quoi. Une vidéo piratée d'une caméra de surveillance, obtenue via un informateur anonyme, montrait Vauquelin riant après avoir frappé un jeune Sénégalais.
Ça leur apprend à rester à leur place. Chaque mot était un coup de poignard, chaque rire une insulte à la République. Un détail fit bouillir le sang d'Amadou. Une plainte déposée 2 ans plus tôt par une femme algérienne, battue par Vauquelin lors d'un contrôle. Son dossier, marqué « preuve insuffisante », incluait une note manuscrite. Victime non crédible, antécédent douteux. Amadou retrouva la femme, Amina, dans un café discret. Les larmes aux yeux, elle murmura « Il m'a dit que personne ne croirait une Arabe contre un flic. » Cette confidence transforma la mission d'Amadou. Ce n'était plus seulement pour Zénobie, mais pour toutes les voix étouffées par un système qui protégeait ses bourreaux. Il jura de faire tomber Vauquelin, non pas dans un éclat de rage, mais avec une précision chirurgicale. Un soir, Amadou infiltra une réunion informelle d'officiers dans un bar près de la préfecture. Déguisé en civil, il enregistra une conversation accablante. Vauquelin, un verre à la main, se vantait « Les Noirs, les Arabes, tu les chopes la nuit, tu les secoues. Personne ne viendra vérifier. » Ses collègues riaient, un rire complice qui trahissait leur assentiment. Cet enregistrement, brut et sans filtre, devint l'arme d'Amadou. Il le transmit à une journaliste d'investigation, connue pour ses enquêtes sur les abus policiers, avec une consigne « Pas encore. Attendez mon signal. » Il savait que la vérité, mal utilisée, pouvait être étouffée par des contre-attaques médiatiques. Un autre élément intensifia sa détermination. Une lettre anonyme glissée sous la porte de son bureau. Écrite d'une main tremblante, elle racontait l'histoire d'un adolescent noir tabassé par Vauquelin pour avoir marché trop lentement. Le garçon, traumatisé, avait quitté Paris. La lettre se terminait par « J'étais là. J'ai vu. Je n'ai rien dit. Pardon. » Ce mea culpa anonyme frappa Amadou comme un coup de tonnerre. Il comprit que Vauquelin prospérait, grâce au silence, non seulement des supérieurs, mais de toute une société conditionnée à détourner le regard. Cette lettre devint le symbole de sa mission, briser ce silence, forcer la France à voir. Amadou élabora un dossier implacable, données statistiques, enregistrements, témoignages, plaintes enterrées. Il le transmit à une commission fédérale, sous couvert d'anonymat, demandant une enquête pour violation systémique des droits civils. Il insista sur un point. Vauquelin n'était pas une exception, mais le produit d'un système qui fermait les yeux sur le racisme. Chaque page de ce dossier était un cri de révolte, un refus de laisser Zénobie, Kwame, Amina et tant d'autres être réduits à des statistiques oubliées. Il ne dormait plus, hanté par l'image du sang de sa femme sur le bitume, par les pleurs de son fils. Mais sa colère, canalisée, devenait une force inarrêtable. Un dernier acte scella son engagement. Lors d'une perquisition secrète, Amadou découvrit un carnet appartenant à Vauquelin, caché dans son casier à la préfecture. À l'intérieur, des notes manuscrites, des listes de cibles avec des descriptions comme « Noir, 20 à 30 ans, quartier sensible » ou « Arabe, attitude provocante ». Ce carnet, une preuve irréfutable de profilage racial, transforma le combat d'Amadou en une croisade. Il le confie à un procureur intègre avec un avertissement. « Si ça disparaît, je ferai tomber tout le système. » Cette menace, prononcée avec un calme glacial, résonna comme un ultimatum. La rage d'Amadou Tchilombo brûlait comme une flamme inextinguible. Colonel des forces spéciales, il avait découvert l'horreur infligée à sa femme, Zénobie Ngoma, juge fédéral noir, brutalisée par l'officier Bastien Vauquelin sous les yeux de leur fils Kwame. Les preuves accumulées, enregistrements, statistiques, témoignages, révélaient un Vauquelin non pas isolé, mais soutenu par un système policier qui prospérait sur le racisme. Pourtant, chaque pas d'Amadou dans cette quête de justice heurtait un mur plus insidieux, une machine bureaucratique conçue pour étouffer la vérité, protéger les coupables et réduire les victimes à des ombres anonymes. Ce n'était pas seulement une lutte contre un homme, c'était une guerre contre une institution française qui trahissait ses propres idéaux d'égalité. Dans une salle d'archives poussiéreuse de la préfecture de police, éclairée par des néons vacillants, Amadou feuilletait des dossiers jaunis, son souffle lourd de colère contenue. Chaque page révélait une vérité accablante. Vauquelin n'était pas une anomalie, mais le produit d'un système qui fermait les yeux sur ses exactions. Des plaintes contre lui, datant de 5 ans, décrivaient des scènes glaçantes. Un étudiant malien frappé pour avoir regardé de travers, une mère marocaine menottée devant ses enfants pour attitude suspecte. Toutes portèrent la même mention en rouge, classée sans suite,
preuve insuffisante. Une note manuscrite, signée d'un supérieur, ordonnait « Ne pas approfondir, risque d'escalade médiatique ». Ces mots, froids et administratifs, étaient une gifle à la justice, une preuve que l'impunité de Vauquelin était orchestrée. Un détail fit bouillir le sang d'Amadou. Un rapport interne mentionnait une formation spéciale dispensée à Vauquelin et d'autres officiers intitulée « Gestion des quartiers sensibles ». Le document, à peine voilé, encourageait des contrôles agressifs dans les zones à forte population immigrée, utilisant des termes comme « vigilance accrue face aux profils à risque ». Traduction. Les Noirs et les Arabes étaient des cibles désignées. Amadou, les mains tremblantes, photographia chaque page, conscient que ce n'était pas une simple directive, mais une licence pour terroriser. Il découvrit aussi un courriel interne, envoyé par un commandant, félicitant Vauquelin pour son efficacité dans les contrôles nocturnes. « Continuez à nettoyer les rues », écrivait-il. Ces mots, anodins pour un bureaucrate, étaient un cri de guerre raciale. La colère d'Amadou s'intensifia lorsqu'il tenta d'accéder aux enregistrements des caméras de Vauquelin. Un technicien, mal à l'aise, lui avoua « Les données de cette nuit-là ont été effacées. Erreur système, apparemment. » Amadou, le regard perçant, rétorqua « Apparemment ? Ou volontairement ?» Le technicien baissa les yeux, murmurant « Ça arrive souvent avec lui. » Ce « souvent » était une confession. Les preuves disparaissaient systématiquement pour protéger Vauquelin. Une source anonyme, un officier subalterne, glissa à Amadou un disque dur pirate contenant des fragments de vidéos supprimés. L'une montrait Vauquelin riant après avoir poussé un adolescent noir contre un mur. « Ça t'apprendra à traîner ici, sale singe !» Cette insulte, captée par un micro défectueux, était une bombe à retardement. Un nouvel élément fit basculer l'enquête dans une dimension encore plus sombre. Amadou reçut un appel d'une ancienne collègue de Zénobie, une greffière nommée Fatou. Les larmes dans la voix, elle révéla que Vauquelin avait harcelé Zénobie des mois avant l'incident. Lors d'un contrôle routier, il avait noté son nom et lancé « Une juge noire ? On verra combien de temps tu tiens. » Cette menace, ignorée par la hiérarchie, montrait que l'attaque contre Zénobie n'était pas spontanée mais préméditée. Fatou ajouta « J'ai signalé ça, mais on m'a dit de me taire si je voulais garder mon poste. » Ce chantage, cette culture du silence, était la véritable arme du système, plus puissante que les coups de Vauquelin. La tension monta encore lorsqu'Amadou infiltra un forum en ligne réservé aux officiers parisiens. Sous un pseudonyme, il découvrit des messages effarants. Des collègues de Vauquelin plaisantaient sur ses exploits, l'appelant le nettoyeur des banlieues. Un poste, supprimé peu après, vantait sa capacité à faire peur sans laisser de traces. Ces échanges, protégés par l'anonymat, révélaient une camaraderie toxique, une fraternité bâtie sur le mépris des minorités. Amadou, écœuré, captura chaque message, chaque insulte, conscient que ce n'était pas seulement Vauquelin qu'il fallait abattre, mais une culture entière. Un soir, dans un café discret du 11e arrondissement, Amadou rencontra un lanceur d'alerte, un ancien sergent radié pour avoir dénoncé des abus. L'homme, visage marqué par l'épuisement, lui tendit un dossier scellé. « C'est la liste des supérieurs qui ont couvert Vauquelin », murmura-t-il. « Ils savent tout, mais ils le protègent pour éviter les vagues. » Parmi les noms, celui d'un commissaire influent, proche du ministère de l'Intérieur. Ce document, s'il était divulgué, pouvait faire trembler la préfecture. Amadou, les yeux brûlants de rage, jura de l'utiliser au bon moment, quand l'impact serait inéluctable. Chaque découverte était un coup de marteau contre la façade de la République. Le système ne se contentait pas de tolérer Vauquelin. Il le chérissait, le récompensait, le sanctifiait. Les plaintes enterrées, les vidéos effacées, les menaces contre les témoins, tout était conçu pour que des hommes comme lui prospèrent. Mais Amadou, porté par la douleur de Zénobie et les pleurs de Quam, refusait de plier. Il bâtissait un arsenal de preuves, un réquisitoire contre une France qui prêchait la liberté tout en enchaînant ses citoyens de couleur. Ce combat, il le mènerait jusqu'au bout, pour que justice ne soit plus un mot vide, mais une réalité arrachée aux griffes d'un système pourri. Avant de plonger dans ce récit brûlant, si l'injustice vous révolte et que vous voulez voir la vérité triompher, tapez 1 dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche. Si vous n'adhérez pas, un like nous aide toujours. Restez jusqu'au bout.
Une révélation explosive vous attend et votre partage peut changer la donne pour que justice soit faite. Dans les entrailles de la préfecture parisienne, Amadou Tchilombo, colonel des forces spéciales, avait mis au jour un système policier corrompu, protégeant l'officier raciste Bastien Vauquelin, qui avait brutalisé sa femme, Zénobie Ngoma, juge fédéral noir, sous les yeux de leur fils Kwame. Les plaintes enterrées, les vidéos effacées et les supérieurs complices formaient un mur d'impunité. Mais Amadou, armé de données accablantes, statistiques, enregistrements, un carnet de cibles raciales, refusait de plier. Sa colère, canalisée en une quête implacable, allait bientôt faire trembler Paris. Ce n'était plus une affaire personnelle, c'était une révolte contre une France qui trahissait ses idéaux d'égalité, une bataille pour que le sang de Zénobie ne soit pas versé en vain. Sous un ciel gris-fer, dans un appartement discret du 13e arrondissement, Amadou s'asseyait à une table encombrée de dossiers, son regard fixé sur un écran où s'affichaient des chiffres implacables. Les données, extraites des registres de la police parisienne, étaient une arme. 92% des contrôles nocturnes de Vauquelin visaient des Noirs ou des Arabes dans des quartiers comme Belleville ou la Goutte d'Or, où les minorités formaient à peine un quart de la population. Les motifs, comportements suspects, présence anormale, n'étaient que des prétextes pour harceler. Amadou, les mâchoires serrées, annotait chaque page, conscient que ces statistiques n'étaient pas des nombres, mais des vies brisées, des dignités piétinées. Un enregistrement, obtenu via un informateur anonyme, fit monter sa rage d'un cran. Dans un break room de la préfecture, Vauquelin se vantait, sa voix dégoulinant de mépris. « Un noir la nuit, je le coince, je le secoue. Pas besoin de raison, c'est mon terrain. » Les rires de ses collègues, captés par le micro, étaient une gifle. Ce n'était pas un officier isolé, mais une culture entière qui prospérait sur la haine raciale. Amadou transmit l'audio à une analyste vocale fédérale, demandant une identification des officiers présents. « Je ne veux pas seulement savoir qui a parlé, » dit-il, la voix tremblante de fureur, « mais qui a écouté et n'a rien dit. » Un élément nouveau intensifia l'enquête. Une clé USB, glissée sous sa porte par un inconnu, contenait des échanges WhatsApp entre Vauquelin et un sergent. « Ce soir, on chasse dans le 19e. Priorité, les profils habituels, » écrivait Vauquelin, suivi d'un émoji de poing. Le sergent répondait « Comme d'hab, on nettoie ». Ces messages, crus et explicites, prouvaient un profilage racial systématique. Amadou, écœuré, comprit que Vauquelin ne choisissait pas ses victimes au hasard. Il les traquait, avec la bénédiction tacite de ses supérieurs. Ce n'était plus une intuition, mais une vérité gravée dans des billes et des octets. Un témoignage inattendu fit basculer l'enquête. Une ancienne collègue de Zénobie, une procureure nommée Aïcha, révéla avoir été menacée après avoir signalé un incident similaire impliquant Vauquelin. Il m'a dit « Une Arabe qui joue les justicières? Tu vas finir comme les autres ?» Aïcha, tremblante, tendit à Amadou un rapport qu'elle avait caché, une analyse interne, jamais publiée, montrant que les plaintes contre Vauquelin étaient systématiquement classées par un même superviseur, un certain capitaine Lemaire. Ce nom, déjà apparu dans le dossier du lanceur d'alerte, était la clé d'un réseau de protection. Amadou, les poings serrés, jura de faire tomber ce château de cartes. Un dernier coup de théâtre vint renforcer son arsenal. Lors d'une perquisition clandestine, Amadou trouva une note manuscrite dans le bureau de Lemaire. Vauquelin, à préserver, élément clé pour le maintien de l'ordre dans les zones sensibles. Cette phrase, rédigée avec une froideur bureaucratique, était une condamnation. Vauquelin était un pion stratégique, un exécutant d'une politique raciste déguisée en sécurité publique. Amadou, les yeux brûlants de rage, compila ses preuves dans un dossier numérique qu'il envoya à une commission fédérale sous le titre « Violation systémique des droits humains à Paris ». Ce n'était pas une plainte, mais un ultimatum à la République. La révolte éclata comme un orage. Dans une école primaire de Belleville, Kwame, 6 ans, dessina une scène qui déchira le cœur de la France. Sur une feuille tachée de crayon rouge, sa mère gisait à terre, le visage ensanglanté, tandis qu'un officier sans visage brandissait un poing noir. Ce dessin, partagé par une enseignante sur les réseaux sociaux, devint viral en quelques heures. Des hashtags comme « L'Homme Justice pour Zénobie » et « Homme Jeune Mites Plus » inondèrent Twitter, Instagram et TikTok. Le dessin n'était pas seulement un cri d'enfant, c'était une accusation,
un miroir tendu à une nation qui se vantait de liberté tout en tolérant l'oppression. Un témoignage choc enfonça le clou. Une jeune policière, Camille Dufresne, qui avait travaillé sous les ordres de Vauquelin, brisa le silence lors d'une interview télévisée sur France 2. Les larmes aux yeux, elle déclara « Vauquelin appelait les Noirs des bêtes et les Arabes des parasites. Il disait qu'il fallait les remettre à leur place. J'ai honte d'avoir fermé les yeux. » Ces mots, diffusés en direct, déclenchèrent une onde de choc. Des milliers de Parisiens descendirent dans les rues, brandissant des pancartes avec le dessin de Kwame et des slogans comme « Plus jamais ça ». Place de la République, une veillée fut organisée où des victimes de Vauquelin partagèrent leurs histoires, un père tabassé pour avoir demandé pourquoi, une adolescente menottée pour avoir filmé un contrôle. Chaque récit était un coup de marteau contre l'édifice de l'impunité. Un élément dramatique fit basculer l'opinion publique. Une vidéo, récupérée par un hacker anonyme, fut diffusée sur Mediapart. Elle montrait Vauquelin, lors d'une patrouille, frappant un jeune Congolais tout en riant « Rentre dans ta jungle ». La vidéo, brutale et sans filtre, fut visionnée des millions de fois, provoquant une indignation internationale. Des manifestations éclatèrent à Marseille, Lyon et même à Bruxelles, où des militants dénoncèrent le racisme policier en Europe. À Paris, un collectif d'artistes projeta le dessin de Kwame sur la façade de l'hôtel de ville, accompagné du message « La France ne peut plus se taire ». Cette image, illuminée dans la nuit, devint le symbole d'une révolte populaire. Un autre événement amplifia le mouvement. Une lettre ouverte, signée par 50 officiers parisiens, fut publiée dans Le Monde. Intitulée « Nous avons vu, nous avons honte », elle dénonçait la culture raciste au sein de la police. Un extrait frappa les esprits. Vauquelin n'était pas seul. Nous savions, et notre silence l'a protégé. Cette confession collective, inédite, brisa le mythe de l'unité policière. Des officiers subalternes commencèrent à partager des enregistrements internes, révélant des ordres implicites de cibler les minorités. L'un d'eux, un sergent anonyme, déclara « On nous disait, si c'est un noir ou un arabe, fouillez, pressez, intimidez. » Ces révélations transformèrent la colère en un raz-de-marée. La pression publique devint intenable. Une pétition, lancée par une association de droits humains, recueillit 1 million de signatures en 48 heures, exigeant la suspension de Vauquelin et une enquête fédérale. Des intellectuels, comme l'écrivaine Leila Slimani, publièrent des tribunes cinglantes, accusant la France de fermer les yeux sur son propre racisme. À l'Assemblée nationale, des députés de gauche déposèrent une motion pour réformer la police, citant l'affaire Zénobie comme un scandale national. Même des figures conservatrices, d'ordinaire silencieuses, durent condamner Vauquelin pour apaiser l'opinion. Un dernier acte scella l'apogée de cette révolte. Lors d'une manifestation massive à Bastille, Zénobie, le visage encore marqué par les cicatrices, prit la parole pour la première fois. Soutenue par Amadou, elle déclara, la voix brisée mais ferme, « Je ne veux pas de pitié. Je veux que mon fils grandisse dans une France où sa peau ne sera pas un crime. » Ces mots, retransmis en direct, firent taire la foule. Kwame, à ses côtés, serra sa main, son regard fier malgré les larmes. Cette image, une mère noire, une juge, debout face à l'injustice, devint une icône. Les réseaux sociaux explosèrent, des millions partageant la vidéo avec un message. Pour Zénobie, pour Kwame, pour nous tous, ne nous taisons plus. Les rues de Paris vibraient d'une colère collective. Le dessin de Kwame, 6 ans, dépeignant sa mère, Zénobie Ngoma, juge fédéral noir, brutalisé par l'officier raciste Bastien Vauquelin, avait enflammé la nation. Les preuves accablantes d'Amadou Tchilombo, colonel des forces spéciales, statistiques, enregistrements, messages WhatsApp, avaient révélé un système policier gangrené par le racisme. La voix de Camille Dufresne, policière repentie, et les manifestations massives avaient brisé le silence. Mais la bataille était loin d'être terminée. Dans l'arène judiciaire, et au cœur d'une France divisée, Zénobie et Amadou s'apprêtaient à écrire l'histoire, transformant leur douleur en un cri pour la justice qui résonnerait pour des générations. Dans la lumière crue du tribunal fédéral de Paris, l'atmosphère était électrique. Les hauts plafonds de la salle d'audience, ornés de moulures, semblaient peser sur les épaules des spectateurs. Zénobie, le visage encore marqué par une cicatrice à la tempe,
entra, droite, son regard d'acier fixé sur le banc des accusés. Bastien Vauquelin, vêtu d'une chemise grise, affichait une assurance provocante, ses lèvres pincées en un rictus de défi. Ce n'était pas un homme brisé. C'était un symbole d'un système qui croyait pouvoir écraser la vérité sous le poids de ses mensonges. Mais ce jour-là, la France entière regardait, et Zénobie n'était plus une victime. Elle était une accusatrice. Le procès s'ouvrit sur une note dramatique. L'avocat de Vauquelin, un vétéran connu pour défendre des officiers controversés, tenta de discréditer Zénobie. Madame Ngoma, votre hésitation à descendre du véhicule a-t-elle pu être perçue comme une résistance demanda-t-il, sa voix mielleuse. Zénobie, calme mais implacable, répondit « Quand un homme arrache vos cheveux et vous frappe avant de parler, ce n'est pas une demande, c'est une agression. » Sa voix, claire, trancha le silence, faisant frémir les spectateurs. L'avocat, déstabilisé, changea de tactique, insinuant que Zénobie, en tant que juge, connaissait les risques des quartiers sensibles. Cette remarque, teintée de racisme implicite, déclencha un murmure outré dans la salle. Le moment décisif survint avec la présentation d'une vidéo restaurée, exhumée par un technicien intègre après des mois de panne suspecte. L'écran du tribunal diffusa les images brutales. Vauquelin, sans avertissement, arrachant Zénobie de sa voiture, la frappant au visage, son alliance entaillant sa peau. Kwame, hurlant dans le siège arrière, était visible, ses petites mains frappant la vitre. La foule dans la salle retint son souffle. Vauquelin, pour la première fois, baissa les yeux, son rictus s'effaçant. L'avocat tenta de minimiser, une récupération tardive, non vérifiée. Mais le juge, un homme austère, interrompit. Cette vidéo parle d'elle-même. Aucun ordre n'a été donné avant l'usage de la force. Un témoignage inattendu enfonça le clou. Un passant, un étudiant nommé Malik, qui avait filmé la scène, se présenta à la barre. Tremblant mais résolu, il déclara « J'ai vu Vauquelin rire après avoir frappé Madame Ngoma. Il a dit « Ça apprendra aux Noirs à se croire au-dessus ». Ces mots, prononcés dans un silence assourdissant, étaient une bombe. La salle explosa en murmures, et le juge ordonna le calme. Vauquelin, rouge de colère, frappa la table, criant « C'est un mensonge !» Mais son éclat ne fit qu'aggraver son cas. Le procureur, brandissant le carnet de cible raciale d'Amadou, accusa « Cet homme n'a pas agi par erreur. Il a ciblé Zénobie Ngoma pour sa couleur de peau. » Après des heures de débat tendus, le verdict tomba. Le juge, la voix grave, déclara « Bastien Vauquelin est coupable de violation des droits civils, d'usage illégal de la force et d'abus d'autorité. » La salle retint son souffle. Vauquelin fut condamné à 4 ans de prison, déchu de ses fonctions et interdit à vie de tout poste public. Cependant, l'accusation de racisme systémique fut écartée, faute de preuves directes. Cette omission déclencha une vague de frustration. Zénobie, immobile, serra la main d'Amadou, son regard trahissant une colère contenue. Ce n'était pas une victoire totale, mais un premier coup porté à l'édifice de l'impunité. Loin des projecteurs, Zénobie et Amadou choisirent la discrétion. Refusant les interviews et les médailles, ils quittèrent Paris pour un village paisible en Provence, où les champs de lavande s'étendèrent sous un ciel clair. Leur maison, modeste, devint un refuge pour Kwame, qui jouait désormais sans crainte. Mais leur combat n'était pas fini. Il prenait une nouvelle forme, plus profonde, plus durable. Ils savaient que la justice ne se mesurait pas à une sentence, mais à l'impact qu'elle laissait sur une nation. Un acte symbolique marqua leur départ. Dans une bibliothèque communale, Zénobie et Amadou déposèrent un coffret de verre. À l'intérieur, une plume brisée, celle qu'utilisait Zénobie pour signer ses jugements, et un carnet où Amadou avait écrit « La justice commence quand on refuse de détourner le regard ». Ce geste, discret mais puissant, devint un pèlerinage. Des habitants, des étudiants, même des officiers repentis, venaient s'incliner devant ce symbole, non pas d'une victoire mais d'un défi. Ne plus jamais se taire. Un événement inattendu amplifia leur héritage. Lors d'une fête scolaire en Provence, Kwame, désormais 7 ans, présenta un poème. « Ma maman n'a pas frappé, mais elle a fait trembler les méchants avec la vérité. » Les mots d'un enfant, lus d'une voix claire, firent pleurer l'assemblée. Une enseignante le filma, et la vidéo, partagée sur les réseaux, toucha des millions de cœurs. Des écoles à travers la France intégrèrent le poème dans leurs cours, enseignant aux enfants que le courage n'est pas dans la force, mais dans la parole.
À Paris, une fresque murale, inspirée du dessin de Kwame, fut peinte à Belleville, montrant une femme noire debout, entourée d'enfants de toutes origines, avec l'inscription Pour Zénobie, pour nous tous. Un autre legs émergea dans la police elle-même. Une jeune officière, inspirée par Camille Dufresne, lança une initiative nommée Miroir de la justice. Ce programme, adopté par plusieurs commissariats, obligeait les agents à se poser une question avant chaque contrôle. Est-ce que j'agis à cause de leur couleur de peau? Une application interne, créée par des développeurs bénévoles, permettait aux officiers de signaler anonymement des abus. En un an, des dizaines de plaintes furent déposées, forçant la suspension de plusieurs officiers. Ce changement, né de la douleur de Zénobie, prouvait que leur combat avait fissuré le système. Un dernier moment scella leur impact. Lors d'une cérémonie nationale pour les droits humains, une lycéenne de Marseille, d'origine comorienne, reçut un prix pour un essai intitulé Zénobie Ngoma m'a appris à ne pas baisser les yeux. Elle raconta comment, arrêtée sans raison, elle avait osé demander Pourquoi moi inspirée par Zénobie. Son discours, diffusé à la télévision, déclencha une standing ovation. À des kilomètres de là, Zénobie, regardant l'émission avec Kwame endormi sur ses genoux, murmura « Ce n'est pas pour moi, c'est pour eux ». Amadou, à ses côtés, hocha la tête, leurs mains entrelacées. Ce récit transcende un procès pour devenir une ode à la résilience collective. Zénobie et Amadou ne sont pas des héros inaccessibles, mais des catalyseurs qui prouvaient que la justice naît du refus de se taire, même face à l'imparfait. Leur héritage, incarné par des enfants, des officiers réformateurs et des anonymes, redéfinit la France comme une nation où chaque voix compte. Ce combat appelle chaque citoyen à agir, à questionner, à transformer la douleur en espoir. Agissez maintenant. Tapez 1. Partagez cette histoire et engagez-vous pour une France où personne ne doit saigner pour exister. L'histoire de Zénobie Ngoma et Amadou Tchilombo transcende la douleur personnelle pour offrir des leçons universelles, gravées dans le cœur d'une France en quête de rédemption. La première leçon est celle du courage face au silence. Zénobie, malgré les coups et l'humiliation, a refusé de plier, prouvant que la dignité d'une personne ne peut être arrachée, même par la violence raciale. Son refus de se taire, amplifié par le combat méthodique d'Amadou, enseigne que la vérité, bien que coûteuse, est une arme invincible. Chaque citoyen confronté à l'injustice doit oser parler, car le silence est le terreau de l'oppression. La deuxième leçon concerne la puissance de la communauté. Le dessin de Kwame, les témoignages de Camille et Malik, les manifestations à Bastille, tous montrent que la justice naît lorsque les voix s'unissent. En France, où l'individualisme peut parfois l'emporter, cette histoire rappelle que le changement exige une solidarité sans faille, transcendant les origines et les statuts. Les anonymes, en partageant leurs récits, ont transformé une tragédie en un mouvement, prouvant que chaque acte compte. Enfin, cette saga enseigne la nécessité de réformer les institutions. Le système qui a protégé Vauquelin, plaintes enterrées, vidéos effacées, supérieurs complices, révèle une république malade de ses contradictions. La création du programme Miroir de la justice et les réformes policières inspirées par Zénobie montrent qu'une institution peut changer, mais seulement sous la pression d'une société vigilante. Cette leçon appelle chaque Français à questionner, à exiger, à ne pas accepter l'injustice comme une fatalité. Zénobie et Amadou nous laissent un défi. Bâtir une France où l'égalité n'est pas un slogan, mais une réalité vécue, où aucun enfant ne verra sa mère saigner pour sa couleur de peau.